Salut l'équipe, nouvel entretien sur la chaîne YouTube et aujourd'hui on a été patient, on a été très patient. C'est long hein, parce que ça fait bien 2 ans, peut-être même 3 ans qu'on parle avec Mathieu Strazel pour qu'il vienne en interview. Et ben c'est enfin le cas et on est ravis de t'accueillir Mathieu, comment ça va? Eh ben écoutez, ça va, ravi d'être là aussi. T'as mis du temps à venir, c'est si long que ça, de venir sur le boulevard Sébastopol? J'attendais l'invite, c'est ça. T'es trop le mec. Non mais t'es pas très souvent à Paris aussi, c'est peut-être pour ça. Ouais non c'est vrai, on va dire ça. Voilà, on va le tourner comme ça. Voilà, tourne-le comme ça. Bon, on est ravis que tu sois avec nous en tout cas. Ben moi aussi. Mais finalement c'est peut-être pas plus mal en fait que c'est mis du temps comme ça parce qu'on a 1000 choses à te dire. Le timing est bon. Parce que tu sors d'une saison quand même assez incroyable, voire ubuesque. On a eu la chance d'avoir Eli avec toi. Je vais lui poser la même première question. Comment ça va psychologiquement, mentalement, après une saison aussi incroyable où toi, t'as même personnellement repoussé un peu les limites? Mais actuellement, ça va bien. Ça a été dur pendant la saison, mais actuellement, ça va bien. J'ai plein de belles échéances qui arrivent pour moi cet été, donc mentalement, psychologiquement, je me sens très bien. J'ai l'impression qu'on a face à nous quelqu'un de mature, c'est ça qui est bien. Ouais, T'es déjà à l'âge de la maturité, t'es né en 2002, t'es déjà mature. Ouais, j'ai grandi un peu vite, hein. Trop vite, je sais pas, mais j'ai grandi vite en tout cas. C'est un petit peu ce qui te caractérise, c'est ce côté, t'es jeune, mais en même temps, t'as déjà un palmarès d'OG. Sur le terrain, on te voit aussi être joué comme un ancien. T'es un petit peu le Benjamin Button du basket français. Peut-être, hein, on peut appeler ça comme ça, mais ça me plaît bien cette image. Mais c'est ce que t'as toujours été, quelque part aussi, un petit peu ce mec un peu en avance, qui contrôle, j'avais dit qu'il contrôle ses émotions. Mais Oh là, allez, au moins le jeu, en parlant du jeu, t'as toujours été un petit peu comme ça? Ça arrivait vite, pas toujours, parce qu'à mes débuts à Lasvel, ma première année, je pense pas que j'étais comme ça, mais ça arrivait très vite parce que voilà, j'étais dans une grosse écurie, une organisation qui demande de la rigueur et vite j'ai essayé de la trouver cette rigueur et ensuite ça m'a suivi. Parce qu'il y a, on va rester là-dessus parce qu'on est sur ton style de jeu. C'est vrai que le scoreur que tu étais en espoir, on se souvient de ce match, c'était à Bourg-en-Bresse, tu avais mis 45, c'est ça? 44. 44, t'es arrivé en pro en étant un scoreur qui défendait mais qui mettait beaucoup de paniers. Aujourd'hui, tu mets des paniers, mais t'as fait évoluer ton jeu quand même quelque part aussi. Ouais, complètement. Des fois, il me manque un peu ce côté. Je reste un basketteur qui était scoreur dans mes années jeunes et des fois, je me dis, j'aurais bien aimé voir ce que ça donne si j'avais gardé ce style de jeu pendant tout le début de ma carrière. Mais à la fois, je pense que si je l'avais gardé, j'aurais pas eu les portes qui se sont ouvertes pour moi. Donc voilà, je pense que j'ai réussi à trouver un bon milieu. Et maintenant, à moi de savoir pour la suite de ma carrière ce que j'ai envie, si j'ai envie de retrouver un peu ce côté ou d'aller dans la continuité de ce que j'ai fait. Parce que là, tu dis ça, on a l'impression que c'est un vrai choix délibéré de faire évoluer ton style vers ce que t'es aujourd'hui, plus meneur, entre guillemets, on va dire. Non, ça la comme vérité, ça. j'ai pas eu le choix. Ah, voilà, merci. À la seule, j'ai pas eu le choix. Si je faisais ce que je faisais en espoir, avec les gros noms qu'il y avait à côté de moi, j'aurais pas eu de temps de jeu. Donc le but pour moi, c'était de trouver une plus-value par rapport aux autres meneurs qui étaient à côté de moi, donc Norris Cole, Antoine Joe, enfin, ce genre de noms-là, c'était de trouver une plus-value, et ma plus-value, c'était dans l'organisation, saisir des opportunités et défendre. On va revenir quand même sur tout le long de ta carrière, mais d'abord on va aller sur le plus chaud. C'est donc ce nouveau titre de champion de France avec Monaco. Est-ce que parmi tous tes titres de champion de France, c'est le plus fou, le plus compliqué, le plus dur à vivre? Ouais, de loin. De loin, c'est le plus beau parce que c'est celui où j'ai été le plus responsabilisé pendant la saison et pendant les playoffs. C'est le plus fou parce qu'on a vécu une saison de malade avec Monaco et parce qu'il y a eu un fait de jeu qui fait que j'ai pas joué le match 5. Donc ouais, émotionnellement, j'ai vécu plein de trucs pendant ce titre. J'ai l'impression que tu veux qu'on en parle. On peut y aller tout de suite si tu veux. Hein. Oui, allons-y tout de suite. Ton pétage de câble, ces mots aux arbitres. Raconte-nous, tout le monde l'a suivi bien sûr durant le mois de juin. Raconte-nous comment tu l'as vécu. Qu'est-ce qui s'est passé en fait, tout simplement? Pétage de plomb. Ça, tout le monde est d'accord pour le dire que voilà, j'ai pété les plombs. Maintenant, y a plein de choses qu'on fait que j'en suis arrivé à là. Y a rien qui excuse ce que j'ai fait, mais il y a plein de choses qui peuvent l'expliquer. Donc voilà, la longue saison, le scénario un peu comme pendant les 2 premiers matchs où on mène et qu'à la fin on perd le fil et du coup il faut trouver un truc pour réveiller un peu tout le monde. Au moment où je le fais, je sais qu'on a perdu. Donc je le fais à un point pour réveiller un peu tout le monde, que ce soit les fans, l'équipe, pour réveiller tout le monde, je le fais.
mais je le fais un peu trop pousser et je pense pas aux conséquences qui sont arrivées. Je me dis juste, je vais me faire exclure de ce match-là et voilà, ça va rêver un peu tout le monde et ouvrir les yeux sur certains points, quoi. T'as pas du tout pensé à la suite de ces finales-là, en fait. Te dire qu'il y a un match 2 jours après, qu'il y a potentiellement un match 5 à aller chercher, puisque à ce moment-là où tu fais ça, vous êtes mené, vous allez perdre, vous êtes mené 2-1. Pas du tout. Ben en fait, non, à ce moment-là, je me dis, je vais me faire exclure de ce match-là parce que voilà, j'ai envie. J'ai déjà pris une technique pour rien parce que j'ai souri juste avant sur une faute inexistante que j'ai fait sur Nadir. Je me dis, allez, je prends la deuxième, je sors, on a perdu et focus sur le match 4 et 5. Mais dans mes mots, j'avais pas réalisé que ce que j'ai dit, ben, ça allait me pénaliser. Les mots que tu dis, c'est t'es un tricheur, t'es un putain de tricheur. Donc c'est Mehdi Difala qui est pointé du doigt à ce moment-là. C'est des mots très forts quand même. C'est des gens que tu côtoies toute l'année en Euroleague, et parce que Mehdi Difala coach en Euroleague. Arbitre, pardon, je dis coach. Mais c'est bon coach aussi, hein, Mehdi. Mais il arbitre aussi donc en Euroleague. Tu les croises toute l'année, sans dire que vous êtes proche, non, mais c'est des mecs que tu connais. Est-ce que c'est des mots que tu regrettes? Oui, aujourd'hui je les regrette. Aujourd'hui je les regrette parce que voilà, ça remet en cause plein de choses pour lui, son intégrité dans le jeu. C'est des mots qui sont durs à entendre pour un arbitre et c'est des mots qu'il méritait pas. Après, je la ressentais, l'injustice. Donc le retransmettre comme ça, c'était pas la bonne manière. Mais à ce moment-là, je la ressens, l'injustice. Donc c'est pour ça que c'est sorti comme ça, avec le fait que j'ai pété un plomb et tout ce qui s'était passé. Mais ouais, c'est dommage parce qu'on avait toujours réussi à communiquer avec Mehdi. Parce que comme tu as dit, ça fait longtemps que je le côtoie et on avait toujours... Bon, il savait que j'avais un tempérament assez dur, assez trempé, mais malgré ça, il me laissait toujours le temps de m'expliquer. Et voilà, on arrivait à discuter et là, on arrivait à un point où... Ouais, va falloir qu'on ait une discussion. Vous l'avez pas eu cette discussion? Non, pas encore. J'ai demandé à l'avoir... par message, je lui ai envoyé un message, ensuite une note vocale, je lui ai demandé si on pouvait s'appeler. J'ai pas eu de réponse jusqu'à encore aujourd'hui. Il t'en veut en fait, c'est dingue ça. Peut-être qu'il m'en veut, mais après, moi je suis quelqu'un de rancunier aussi, donc à la limite, je peux que le comprendre. Et quand il sera prêt à ce qu'on discute, ben, on le fera avec grand plaisir. Mais... L'invitation est lancée à Mehdi, voilà. Le message est passé et on espère que ça se fera. Vous êtes conscient quand même, je le disais avec Elie quand il était là, on a la chance de vous commenter avec Steph chaque année. On a des grandes discussions chaque fois après les matchs. Vous êtes des pénibles quand même. Alors vous êtes forts, on ira sur le basket après, mais vous êtes des pénibles à coacher. On a l'impression que la terre entière vous en veut par moment, alors qu'en fait, vous dominez sur l'aspect basket. Vous êtes capable de rendre des matchs que vous menez de 20 points compliqués alors que tout va bien. Ouais, c'est clair. Et j'en ai conscience, hein. Des fois, au-delà de même quand je nous regarde, même pendant le match, des fois, je me dis, putain, qu'est-ce qu'on est chiant. Qu'est-ce qu'on est chiant quand c'est pas lui, c'est lui. Quand c'est pas pour les fautes, c'est entre coéquipiers. Quand c'est pas entre coéquipiers, c'est parce que je joue pas assez. Des scènes. Et des fois, je réalise et je me dis, on n'a pas besoin de tout ça. Mais en fait, j'ai essayé de trouver d'où ça venait. Et ça l'excuse pas encore une fois, c'est que j'ai l'impression qu'on est tous des éternels insatisfaits. Et quand tu joues pas assez... quand tu joues bien, mais pas assez, eh ben, tu l'expliques, tu trouves des excuses, t'as envie de jouer mieux, du coup tu dis que c'est à cause du coach qui te fait pas jouer, c'est parce que t'as passé le ballon, c'est parce que l'arbitre il t'a pas donné ce call. Du coup, tu essaies de trouver des excuses à tout, et au final, ben, le rendu, il est pas très joli quoi, pour des spectateurs. Ça fait longtemps que c'est comme ça, parce que l'équipe a évidemment, le corps de joueur a pas trop bougé, mais il y a des gens qui ont tourné autour, mais j'ai l'impression que c'est pas la première année que Monaco se rend parfois détestable sur les parquets. Ouais, non, c'est ça. Ben, comme tu as dit, c'est le même corps de joueur depuis 3-4 ans et je vais prendre la responsabilité de dire que c'est nous, quoi. On avait l'impression des fois aussi que le championnat de France, pour vous, il y avait ce côté un peu... Vas-y, on n'a rien à faire là, c'est pas notre niveau. Je pense que ça, c'est qu'une impression, parce que surtout les Français, on avait vraiment à cœur de le montrer que justement... Je parle pas de toi, je parle vraiment de l'équipe. De l'équipe, ce que ça renvoie, alors ouais, on a vu, alors, pas Alpha Diallo, mais on a vu Mike James, Daniel Tice, des fois, avoir des comportements sur le championnat de France en mode... Vas-y, déjà on est là, soyez contents, tu vois. Ouais, dans ces cas-là, ouais, c'est un peu ça, c'est vrai. Eux, ils attendaient juste de soit gagner un titre, soit des gros matchs, soit de jouer des playoffs, mais c'est vrai que les matchs de championnat, avec tout le respect... Tu sais quoi, je vais même pas citer de club, mais non, surtout pas. Giron, Vlaioli, c'est ça, faut dire ça. Ouais, dans certains clubs, eh ben, ils en ont un peu rien à faire, quoi. Bon bref, du coup, toi, tu fais quand même... On va parler de basket quand même. Oui, parlons de basket. Tu sors quand même d'une énorme saison, ta meilleure saison une fois de plus en carrière. Vous avez tout gagné cette année à l'échelle nationale. Tu étais MVP de la finale de Coupe de France. Moi, j'aimerais...
que tu nous parles un petit peu de ton évolution. T'es 2002, t'as que 24 ans. 23 et bientôt 24, ouais. 23, bientôt 24. Parlons un petit peu de ton évolution, un petit peu en tant que joueur pour devenir à seulement 23 ans, bientôt 24, un joueur majeur d'une équipe qui est championne de France. Comme on a parlé un peu, ça s'est vraiment fait petit à petit. J'ai dû prendre sur moi un peu dans ce côté scoreur et très agressif pour essayer de trouver des minutes dans le monde professionnel. Ensuite, je suis arrivé dans une équipe de Monaco où il y a encore plus de monde et encore plus de concurrence, où pareil, je dois trouver une autre plus-value, c'est être incisif. C'est qu'au début, quand j'arrive à Monaco, quand je rentre sur le terrain, il faut qu'il se passe quelque chose. Donc que ce soit en attaque, en défense, il faut qu'on me voie. Donc j'ai réussi à le faire, et ensuite petit à petit, malgré ça, tous les jours, je m'entraîne avec des Elio Kobo, Kemba Walker, Mike James, Jordan Lloyd, et voilà, tu t'inspires, tu vois ce qu'ils font, et ensuite arrive le moment où il y a 2 blessés, où justement tu as l'opportunité, donc tu l'as saisi, et ensuite tu dis j'ai montré que, mais quand ils reviennent, non, tu redescends en dessous. C'est vraiment une histoire d'opportunité, et cette saison, comme tu l'as dit, c'est celle qui a été le plus aboutie, où j'ai eu le plus d'opportunités, et même c'était un rôle que j'avais réussi à gagner, et peu importe qui y avait dans l'équipe, et moi, dans tous les cas, j'allais avoir mes minutes et mes responsabilités. Donc, content d'en être arrivé jusque-là, fier de cette évolution, et voilà, je pense que j'ai montré de belles choses. Tu penses que ce statut dans ta carrière de... Vas-y, tu profites des absents, on te file un petit peu, ou tu rajoutes un petit peu de temps de jeu, tu penses que ça y est, t'en es revenu, qu'aujourd'hui t'as montré qu'en fait tu devais être un joueur majeur, peu importe où tu vas? Je pense, après ça c'est pas à moi de juger, moi je pense l'avoir montré sur cette fin de saison en Euroleague, sur les playoffs que j'ai fait, sans parler que de statistiques, si on regarde l'apport et les statistiques que j'ai fait, que j'ai eu sans Mike, je regarde les chiffres et je me dis, mais ça c'est des chiffres de first team et de MVP quand je regarde, tu vois, et je me dis voilà, d'arriver à faire ça sur une saison, je pense que j'en suis capable. Maintenant, est-ce que c'est ce que j'ai envie? Je sais pas, j'ai vraiment envie d'être dans une équipe compétitive et d'aller chercher des titres. T'as rongé ton peignoir un petit peu la demi-finale au Final Four face au Pana il y a 3 ans. Ouais. Tu joues pas. T'as la haine. C'est des moments très compliqués pour toi. Quand t'arrives à Monaco, c'est petit. T'es souvent avec peu, tu fais beaucoup. Mais tu dois te contenter de peu pendant les 2 premières saisons. C'est de la frustration qui t'a permis aujourd'hui d'être ce que tu es. Ouais, exactement. Final Four, Olympiakos. Bon, après, cette année, c'était que des petites entrées que je faisais en Euroleague. Donc, je m'attendais à rien. Mais quand même, j'avais eu des discussions. Et au final, j'étais toujours dans les 12 parce qu'on n'était que 12 cette année à Monaco. Donc, je me dis, bon, tu vois que ça marche pas, tente un truc. Je sais pas, j'ai montré pendant l'année qu'en Euroleague, je pouvais apporter quelque chose, débloquer quelques situations, même sur 4-5 minutes, débloquer un truc, ensuite tu remets les... Et non, ça vient pas. Et je me dis, putain, moi j'ai encore des choses à travailler, j'ai encore des choses à faire pour donner assez de confiance à mon coach pour que ce genre de choses, ça arrive plus jamais. Est-ce que tu sens quand même que le regard des gens a changé? Ton statut a vraiment évolué maintenant? Quand je dis les gens, c'est à la fois le public, mais aussi au sein de ton club. Oui, ouais, je le sens. Puis... Même si je l'entends encore dans certains commentaires, le minot, le petit, quand je suis sur le terrain, et ça m'énerve. Qui dit ça? Non. Non, ça fait longtemps que plus personne dit ça, non? Ah non, je l'entends encore. C'est vrai? Ah oui, le petit, c'est bien minot, c'est bien petit. Bah si, je l'entends. Ça peut être que Erwan qui disait tout comme ça. C'est bien minot. Ah oui, c'est pour ça. Minot, c'est de Marseille. Voilà. Depuis ton tir contre le Japon, il n'y a personne qui l'appelle le minot. Non. Ou alors tu joues à l'OM, mais bon, Non, je te jure, bon, c'est pas méchant quand je l'entends. Oui. J'ai encore que 23 ans, tu vois, mais... Non, j'ai l'impression d'avoir montré, et je le sens dans le regard des gens et comment on me parle, que ouais, vraiment ce statut, il est différent, quoi. Et toi, tu sens que tu étais programmé pour être si fort? Parce que, évidemment, il y a toute cette évolution qui est magnifique, mais quand je pense à toi, à la Coupe du Monde U19, et quand je te vois aujourd'hui, j'ai quand même l'impression que je parle à deux hommes différents. Ah, c'est une bonne question. Moi, tu vois, j'en étais persuadé que je pouvais y aller, mais je peux comprendre le regard des gens il y a... Je sais pas, il y a combien? C'était il y a 6-7 ans. Ouais, pas sûr. Quand tu me vois il y a 6-7 ans, tu dis ouais, pas sûr. Dans le shoot, c'était... je savais que c'était un shooter, mais de là à le montrer sur une compétition, c'était shaky, j'étais petit. Est-ce que j'étais vraiment très rapide? J'étais rapide, mais est-ce que très rapide pour le transcrire au monde professionnel? Moi, je comprends que tu te poses des questions, mais moi, dans ma tête, c'était clair. Parce qu'il y a un truc qui est évident dans ton jeu, c'est vrai, si on parle vraiment de basket, c'est que, oui, rapide, bon meilleur de ballon, capable de prendre des gros tirs, des step back, des trucs. Maintenant, en termes d'efficacité, j'avais l'impression que parfois, t'avais du mal à passer ton adversaire en 1 contre 1.
ce qui est normalement au plus haut niveau possible. On va tous les mecs, vous êtes les meilleurs joueurs de 1 contre 1 du monde. Que ton adresse naturelle, la difficulté de tes tirs pris pendant les matchs, bah ça faisait que ton efficacité baissait drastiquement. Et en fait, tous ces trucs-là, t'as réussi à, j'y ai corrigé. En fait, non, à exploser ton plafond. À les rendre rentables. Ouais, à être très rentable. En fait, ouais, c'est ça. C'est des choses que je pense que j'ai toujours pu et réussi à faire. Mais comme tu as dit, des mauvais tirs, ensuite ton efficacité elle baisse. Moi, c'était juste d'épurer mon jeu. Comme je t'ai dit, de quand je rentre sur le terrain, de savoir que ça, là, quand je vais faire ça, ça va rentrer. Et ensuite, une fois que ça s'est maîtrisé, de m'autoriser à faire d'autres choses, de jouer des 1 contre 1, de prendre des step back, ce genre de choses. Et ouais, vraiment, c'est petit à petit. Et là, j'ai le bon exemple, c'est que pendant ces playoffs, j'étais dans un niveau de confiance où je me suis dit, ouais, là, ça y est. Je suis bien dans mon jeu et tout ce que je vais faire, ça va. On l'a beaucoup dit avec Steph pendant ses playoffs, ton one-two punch avec Ellie pendant ses playoffs. Moi, j'ai rarement vu un backcourt français autant dominé comme ça. Ça a été un vrai délire. Alors, vous aviez carte blanche, ça aide toujours. Plutôt que de dire, tu te trompes sur 2 actions, tu vas t'asseoir. C'est plus facile de performer, bien sûr. Mais il faut le mériter, quoi. Il n'empêche que ça soit le match à Bourg, où vous êtes magnifiques tous les deux, Nanterre, les finales jusqu'à que tu te fasses suspendre pour ce match 5, vous êtes quand même dans une complicité, dans une justesse, dans un truc assez incroyable. Vous permettez même d'aller chambrer votre sélectionneur à Bourg. Alors déjà, pour revenir sur ce que tu as dit, moi j'ai rien fait à Bourg-en-Bresse. Déjà c'était entre Elie et lui, et il m'a mis dans le même sac parce qu'on était tous les deux à faire la même chose. Mais à Bourg-en-Bresse, moi j'ai rien fait. Hein. Non mais ouais, c'était agréable. Et c'était agréable à jouer. Maintenant ça va faire... Ouais, ça fait 5 ans que je joue avec Elie. On se connaît, je sais ce qu'il aime, il sait ce que j'aime, et maintenant on se trouve les yeux fermés. Et, le gars a du talent, quoi. Le gars a du talent, et je regarde ça depuis 5 ans, je me dis, ouais, ben, moi aussi, je vais te montrer que moi aussi j'ai du talent, tu vois. Et là, c'était le moment de le faire, de montrer que sans Mike, sans Daniel, sans Nikola Mirotic, et j'en passe, ben, que je pouvais avoir les clés d'une équipe, et je les ai eues avec Elie, et je pense qu'on a répondu présent. Est-ce que votre duo, votre couple, on pourrait dire, à la vie comme sur le terrain, marche de ouf? Erwan disait, vous êtes efficace, mais il y a un truc qui se dégage de vous deux, c'est que vous faites kiffer en fait. C'est ultra plaisant. Si je mets complètement votre attitude sur le côté, d'un point de vue basket, en fait, c'est hyper plaisant de vous voir jouer. Ça, tu t'en rends compte. Je sais que vous êtes un peu dans le flow tous les deux, donc tu te rends compte de ce que vous dégagez? mais ça joue de ouf. Dans ce basket français aussi, qui est parfois un peu vieux jeu, il y a quand même encore des gens qui tournent autour des terrains, qui sont un peu à la sienne. Et souvent, il y a ce truc qui parle de un peu d'humilité. Il y a souvent le mot qui revient. Bon, après, en même temps, mais moi, comme il dit Thomas, moi ça me régale. Et c'est pour ça qu'on va aussi dans les salles. Mais des fois, il y a un peu d'humilité. C'est des trucs qui ressortent souvent pendant la saison. Comment tu le vis, ça? Non, je fais pas attention à ça. Franchement, c'est pas de l'humilité. Je pense que quand on parle avec que ce soit Elie ou moi dans la vie de tous les jours, je pense qu'on est des gens très humbles, et c'est juste que c'est sur le terrain, bah, c'est le jeu qui parle. Et si y a des actions qui paraissent pas humbles, ou justement tu vas lancer un regard ou faire des attitudes avec ton visage, je trouve que ça rend le jeu plus beau, et ouais, ça apporte un peu un côté pimenté. C'est notre sport, c'est bon. C'est notre sport. C'est notre sport. Prends juste du plaisir sur le terrain. Tu te souviens l'embrouille que t'as à Nanterre avec un supporter qui croit que tu lui parles? Tu sais qu'il est venu me parler. Je l'ai recroisé, genre je sais plus où, parce que tu sais que je perds la mémoire. Il est venu me parler, me disant, ah tu sais, c'est moi qui me suis embrouillé avec Mathieu. En fait, j'ai cru qu'il me parlait, en fait. Alors. Mais tu sais qu'à ce moment-là. En fait, tu mets un N1, c'est ça? Je mets un N1. Je vais expliquer encore une fois. J'ai passé des places à quelqu'un. Il est arrivé à la mi-temps. Au lieu d'être de notre côté, il est arrivé à la mi-temps. Il s'est mis, bon, je vais m'asseoir vite. Je mets un N1, je cherche et je le vois. Et j'ai dit, ah, et ensuite je vais vers lui et je commence à le regarder comme ça. Et ensuite je passe à autre chose. Et c'est seulement après où je revois la vidéo, je vois qu'il y a un gars en dessous qui est prêt à rentrer sur le terrain et se battre avec moi. Mais je l'avais pas vu en direct parce que j'étais vraiment concentré sur lui. Et là, je prends la technique. Donc encore une fois, une technique, est-ce qu'elle est méritée ou pas? Faut arrêter 5 minutes. Je suis en train de... J'ai passé des places à un gars que j'ai payé pour qu'il vienne me voir jouer. Je mets un N1, je rigole avec lui et je prends une technique. Bon, bref. Passons à autre chose. Et là, j'ai vu qu'il y a un gars qui est prêt à se battre avec moi. J'ai dit, ouais, non, en fait, les gens, ils sont prêts à tout, et le moindre petit truc que tu vas faire, ils vont le prendre pour eux. Vous êtes agaçant, parce que vous êtes agaçant, parce que vous dominez, parce qu'il y a ce style, cette élégance naturelle que toi, Elie, avait naturellement. Et on peut rajouter Alpha aussi dans ce run que vous avez fait de playoff. Et c'est vrai que les gens, ça détonne. Ça détonne. Ça tend. Ouais, je comprends, ça tend. Si j'étais
pas dans cette équipe et que j'étais dans une équipe, en fait, c'est la vérité. Alpha Diallo, par exemple, je le détestais. Je le détestais quand j'étais à Lasvel et que je le voyais, je le détestais. Le gars était pur, il était fort. T'es au lancer, il enlève ton lacet. Tu sais, c'est le genre de. Il a l'air de rendre fou, mais de te parler toujours très calmement. Ouais, voilà, c'est ça, et c'est encore plus énervant. Mais ouais. Alpha. Parlons un petit peu. Elie nous a raconté sa version. Parlons un petit peu de ce match 5 des finales olympiques. T'as pas joué, ça t'étais au courant. Il était courtside, attends, quand même, il a eu de la chance. Mais hein. comment t'as vécu cette fin de match 4, ce match 4 où t'es exceptionnel. Ton dernier match de la saison d'ailleurs et ton dernier match avec Monaco. La suspension qui tombe, Mike James qui te remplace, qui met ton maillot. Raconte-nous un petit peu ces 48 heures incroyables. Allez, vas-y, Jack Bauer, régale-nous. Alors, déjà à la fin du match, le lendemain du match 3, j'ai une conférence de presse où les journalistes, on m'annonce qu'il n'y aura pas de commission. Je me dis bénéf et tout, match 4, match 5, là c'est à nous, on va pouvoir essayer de remonter la pente dans le basket. Donc je sors de la conférence, trop bien, je joue le match 4 se passe super bien. Et à la fin du match 4, j'entends que Philippe Hausseur a dit oui, il y aura une commission. Là, je me dis, il s'est passé quoi dans les 2 jours là pour qu'on passe de il n'y a pas de commission à il y aura une commission. Donc là, je me dis, bon, soit on s'est foutu de moi, soit il y a eu d'autres éléments qui sont arrivés entre deux. Et là, j'entends que j'ai mon agent, j'ai l'avocat, j'ai plein de gens au téléphone. Et j'entends que du coup, il y a le comité des arbitres, le syndicat des arbitres qui s'est rassemblé et qui a dit que c'était pas normal. Des personnes du Paris Basketball, pour pas les citer, qu'on dit c'est pas normal, il n'y a pas de commission, il faut qu'il soit suspendu. Donc je me dis, ouais, côté sportif, pas ouf, tu essayes de faire en sorte que je joue pas pour te donner le plus de chance. Et encore d'autres choses où je me dis, bon, en tout cas, il y a des gens qui voulaient pas que je joue. Donc bref, on passe à autre chose. Le match 4 arrive. Ensuite, le match 5, j'apprends que je vais savoir pendant la journée si je joue ou pas. Donc on me dit à 14h. À 14h, le jour du match, tu vas savoir. J'appelle mon avocat, 14h, il me dit, ouais, refusé. Mais t'inquiète, je vais faire appel. Ensuite, il y a la DNCG. DNCG, refusé. Non, t'inquiète, c'est le dernier appel, le comité olympique, un autre truc, j'ai une dernière chance. Et le match était à quelle heure de la finale? 21h. Et à 18h45, j'étais encore dans l'attente de savoir, est-ce que je vais jouer? Bon, vite, je comprends que je vais pas jouer. Donc j'arrive... Comment tu le vis là déjà? Là déjà je suis dégoûté, je parle à personne, je suis dans le bus, je suis énervé, je suis fâché, je m'en veux, j'en veux à tout le monde, j'en veux à l'arbitre, j'en veux au Paris Basket, j'en veux à la Ligue, j'en veux à la Fédé, j'en veux à tout le monde, parce que tout le monde a eu son mot à dire, et tout le monde était d'accord sur le fait que tu joues pas le match 5. Chose que je trouve injuste, que ce soit un match 4, ok, que ce soit d'autres choses, mais pas à ce moment-là dans un match 5. Donc bref, j'en veux à tout le monde, j'arrive à la salle, je descends, je vois toute ma famille courtside, je vois ma petite sœur, mes petits frères, mes parents. Je pleure, j'ai les larmes aux yeux, je prends ma petite sœur dans les bras, je pleure parce que ils sont tous venus là pour moi et je vais pas pouvoir jouer et j'ai pas mon destin entre mes mains. Donc voilà, il se passe ça, ensuite j'arrête de sèche mes larmes vite fait devant la Didas Arena, là si je montre que je pleure là, attention. Donc je retourne dans le vestiaire et moi je savais déjà parce que Mike était arrivé qu'il allait jouer. Donc là, quand même, ça m'a mis un espèce boost d'adrénaline. Je me dis, ah putain, bande donc, bon bref, voilà, vous allez voir. Voilà, je vais pas jouer, vous allez voir. Raconte-nous comment tu l'as appris du coup, Mike James. Je l'ai appris parce que il avait dit à Jaron, on l'avait dans le groupe des joueurs, il a dit, si tu joues pas, je vais jouer. Il m'avait dit ça la veille. J'ai dit, ah putain, il va vraiment le faire. Et ensuite, la veille, on lui envoie un message, on lui dit, ouais, t'inquiète, Macho, il va pouvoir jouer, prends pas tes affaires. Lui, ok, vas-y, je vais venir encourager, je prends pas mes affaires. Paf, il prend pas de chaussures, on lui prend pas de maillot. Et ensuite, le jour même, on lui dit, en fait, Macho, il joue pas, tu vas devoir jouer. Et là, il dit pas, il atterrit de l'avion. J'ai entendu qu'il va chez Adidas acheter une paire de chaussures, des chaussettes et un sous-maillot. Il arrive, il a pas de maillot. Je lui dis, mais vas-y, donnez-lui mon maillot. Non, on peut pas, il y a marqué Strazel, faut vraiment qu'il y ait le nom et tout. Il a dit, je m'en fous, mettez du strap, je vais jouer avec le 32. J'ai dit non. C'est la départementale. J'ai dit non, il va pas faire ça. Laura, le truc, Mike, il va pas jouer avec un strap 32 et pas son maillot. C'est 8-21 le mec. Eh ben si. Il prend mon maillot et truc, il commence à le mettre et tout. Et là, je me dis putain, ça va être beau. Et pour l'histoire, je suis convaincu qu'on va gagner à ce moment-là. Ensuite, le match, il passe. Mike, parce que Mike, faut savoir, est-ce qu'il va être dans un
dans un mood, je vais montrer que je suis de retour, ou je vais continuer à faire marcher l'équipe, et s'il y a besoin de moi, je vais aider. Et ben il était dans ce deuxième mood, et on se demandait dans quel mood il est arrivé. Et... Connaît le basket, connaît son corps. Voilà, exactement. Il savait, il a pas pris de risque. Tu peux pas le savoir avant le match, ça non plus. Hein. Non, mais... Maintenant, c'est facile de le dire. Avant le match... Mais... Bon, il y avait quand même un 2 on rappelle aussi, c'est quand même Mike James. Il a pas joué depuis même 2 mois, le mec. Il fait 7 points, 7 passes. Propre. Il est ultra juste, il met un énorme dagger pour passer devant. Mais je pense qu'il connaît son corps. Il pouvait pas jouer un match. Il pouvait pas faire un match à la Mike James. Et il en avait ça, c'est évident, ça s'est vu tout de suite. Et on avait peur de ça, nous les joueurs. Et au final, il a répondu de la meilleure des manières. Et il met un tir qui nous fait passer devant, qui fait trop du bien. Et voilà, il se passe ça. Et pendant le match, moi, je suis là, j'ai les émotions encore plus que quand je suis sur le terrain. Et une belle sortie, une victoire, un titre en plus. Et ça m'a soulagé. Parce que je m'en serais voulu encore plus de... Ça aurait été ta faute. Ouais, clairement. Ouais. On peut le dire parce que du niveau qu'on affichait, que j'affichais pendant ces playoffs et ces finales, je l'aurais pris pour moi et à raison. Et tu vois, même si on va plus loin, tu aurais quitté le championnat de France sur ça. Sur ça, une défaite, une suspension. Quoi. Ouais, pas beau. Toi, t'es obligé de revenir quoi, dans le championnat pour gagner. Ouais, peut-être que oui ou peut-être que non. Non, mais ouais, ça s'est bien fini, heureusement pour moi, mais ouais, ça aurait pu être très moche. Tu confirmes qu'il n'y a rien de pire en tant qu'athlète pro d'être sur le côté? Il n'y a rien de blessé pire. Ou suspendu? Blessé, suspendu, il n'y a rien de pire. Tu vis les émotions encore plus, t'as pas ton destin entre tes mains. Tu peux rien faire pour aider. Et c'est la pire sensation. J'aimerais qu'on revienne sur ton départ de l'Asvel. Ouais. T'es un mec du 7-7 vers Disney. T'es formé à l'Asvel, tu fais tes gammes, t'arrives en pro là-bas, on te lance. Et puis à un moment donné, tu pars pour Monaco. Mm-hmm. Et tu vois, quand je t'entends parler sur ce que t'es devenu, qui t'a côtoyé à l'entraînement, moi, quand tu pars de l'Asvel, je suis curieux que l'Asvel te laisse partir. Tu vas m'expliquer un petit peu. C'est juste après Eli, hein. Ouais, c'est juste après Eli. Tu vas m'expliquer comment ça se passe. Et tu arrives à Monaco, je me dis, mais attends, il quitte une équipe où il n'est pas complètement installé, pas encore installé, et il va dans une équipe encore plus forte, avec plus d'ambition. Je fais, waouh, j'ai peur que ça, il remplisse juste le quota de GFL. Mais quand je t'entends parler et quand je te vois, notamment ce que tu es devenu et ce run de playoffs exceptionnel, finalement, en fait, c'était le spot parfait Monaco au fait de côtoyer des joueurs tellement forts sur ton poste qu'en fait, ça t'a boosté aussi ta carrière. Ouais, c'est ça. J'ai dû me sublimer, mais je vais y revenir. L'Asvel, moi, je comptais rester. J'avais signé un contrat de 1000 ans. Un contrat de 1000 ans à l'Asvel. Rapproche ton mic. J'avais signé un contrat j'avais 5 ans, je crois. 5 ans à l'Asvel. Donc, je me voyais rester et faire mes gammes là-bas. Maintenant, voilà, on arrive en fin de saison et je me dis, non, vas-y, je joue pas assez. Il faut que je trouve des responsabilités, un temps de jeu, quelque chose. Donc je suis en contact avec Dijon, en contact avec Gravelines, en contact avec Limoges, plein d'équipes comme ça. Je dis que je veux partir. Ouais, vas-y, tu peux partir. Ok, je commence avec une équipe. 2 semaines après, non, en fait, il faut que tu restes. Bon, ok, tant mieux, je suis content. Tony Parker, TJ Parker, ils ont envie que je reste. Le club veut que je reste, pas de souci. Début de playoff, je joue pas. Je dis bon bah vas-y, je vais partir, il n'y a rien à manger pour moi, que ce soit cette année ou l'année prochaine, je vais partir. Ouais non en fait c'est bon, tu peux partir. Tu me dis de rester, ensuite tu me redis de partir. Bon vas-y, je commence à chercher d'autres pistes. Limoges est là, je suis à 2 doigts, 3 à 4 doigts quand même de signer à Limoges. Non en fait après un match contre Dijon, demi-finale, je rentre, je fais une entrée, je défends de ouf en play-off, je fais changer la physionomie du match. Boum, Tipeee envoie un message à TJ, je le vois de mes yeux. Non, faut qu'on construise autour du gamin, il reste avec nous. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Bon, vas-y. Tu sais quoi, je me dis, vas-y, je vais rester à l'Asvel, je vais faire mes gammes là-bas, ça va le faire. Fin des finales, si tu restes, tu vas jouer 0 minutes. J'ai dit ouais, ok. Bon là, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4, 5 fois, 3 allers-retours comme ça. Si tu restes, tu vas jouer 0 minutes. À l'Asvel, on vient de gagner un titre. Je me dis ouais, eux ils sont bien foutus de moi. Genre il y a un truc qui va pas, soit il y a pas de place. Il me dit j'entends on va signer Nando. Je me dis oui mais Nando c'est bon, il peut jouer hein, mais on peut jouer ensemble. Il y a pas vraiment de. Donc là je me dis ouais non, en fait ils veulent juste pas de moi. Il faut que je trouve quelque chose d'autre. Donc Gravelines n'est plus là, Limoges n'est plus là et ensuite Monaco arrive. Je suis en championnat d'Europe U20, Monaco arrive. On m'explique le projet, j'ai le coach au téléphone, ça c'est Obradovic et moi la décision était tellement simple. En fait je regarde à mon poste
Et je vois que Mike James au final. Parce que Eli, on dit il est un peu 1, mais pour moi je le vois comme un 2. Jordan Lloyd pareil. Et sur le poste 1, il n'y a que Mike James. Parce que Paris Lee s'en va. Je me dis, ben go. Je suis 2e meneur à Monaco. Là où j'étais 3e meneur à Lasvel. Je dis, ben pourquoi pas. Championnat, Mike James, est-ce qu'il va vouloir tout jouer? Je me dis, ben ça se trouve, je vais me retrouver à être 1er meneur en championnat. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Au début, je jouais pas beaucoup en Euroleague, un tout petit peu en championnat. J'ai eu des discussions avec le coach où je lui dis, ben, tu sais quoi, l'Euroleague, je comprends. Fais-moi pas jouer, fais jouer Mike, Eli en 1, fais ce que tu veux. Mais en championnat, laisse-moi montrer que je peux. C'est un coach herbe. Tu vois, j'y suis allé à l'audace, il a dit, ben vas-y. Ensuite, je lui ai montré plusieurs fois que je pouvais. La première, la 2e année, des perfs, ça faisait un peu comme ça. Mais il y avait des hauts qui montraient que je pouvais en avoir et ça s'est fait comme ça, petit à petit, j'ai gratté des minutes, des responsabilités, un rôle et jusqu'à en arriver là où j'en suis aujourd'hui. T'as vu les retours quand t'as signé à Monaco, sur les réseaux, ce que disaient les gens? À Monaco. Surprise des gens, ouais, quand t'as signé à Monaco. À Monaco, déjà, ouais. on signe parce que c'était la rivalité, déjà ils m'aimaient pas. À Lasvel, dans le monde du basket, mes amis, Quoi, tes amis des connaissances. Quoi, t'es un ouf, ouais, moi je suis sceptique de voir, ouais, tu vas pas jouer, j'ai entendu français, hein. Ouais. Tu vas pas jouer, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu vas là-bas, mais tout le monde. Et pareil, ça c'est des choses que je peux comprendre. Mais moi la vision, je l'avais, je me suis dit, je suis Est-ce que c'est pas ton histoire, ça, quelque part? Si, clairement, faire taire, montrer que, si, c'est un peu mon histoire et je pense que ça va continuer comme ça, hein. J'ai signé à la Nadolu FS et je l'ai entendu encore, pourquoi là-bas. Ouais, enfin bon, là, c'est quand même... Ça y est. Là, pour le coup, je sais pas... Non, c'est un discours différent, oui. Mais quand même des gens qui sont sceptiques de savoir comment ça va se passer, tu vois. Mais tu vois, c'est ce que je te disais, c'est intéressant d'avoir les coulisses de ton départ de Lasvel, mais finalement, quand on te voit maintenant, après, t'as fait quoi, 4 ans à Monaco? 4 ans. 4 ans. En fait, le nombre de mecs sur les lignes arrière que t'as côtoyé... Incroyable. Ouais, c'est sûr. En fait, ça a été un booster. Booster, que ce soit dans le niveau, dans l'expérience. La compréhension. Compréhension du jeu. On parlait de maturité aussi, malgré le fait que des fois, voilà, je pète des câbles et j'ai des attitudes qui montrent que je suis pas mature. Dans le fond, je suis quelqu'un de très mature et c'est grâce à eux. J'ai côtoyé un Kemba Walker qui est All-Star, qui a fait je ne sais pas de combien de saisons NBA, qui arrive à Monaco, on dirait que c'est un espoir. Le mec, il est humble, il parle, il cherche pas trop, c'est quelqu'un de très humble et je me suis dit mais comment un gars comme ça là, avec tout son background il arrive, il est encore plus humble que moi, comment c'est possible? Et j'ai dit pose-toi les bonnes questions, Mathieu. Il faut que je change un truc et tu vois ça fait réaliser que ouais il y a des gens qui sont super simples et qui connaissent tant le basket et qui pourtant le montrent pas et je me suis nourri de ça. Nicolas Lattès, moi je suis parti pour faire une saison une carrière en Euroleague. Nicolas Lattès, meilleur passeur qui a côtoyé des grands coachs, des grands clubs. Mike James, enfin bref, je vais pas tous vous les citer, mais j'ai eu tellement de monde pour apprendre que tout ça, c'est grâce à eux aujourd'hui. C'est fou parce que tu parles de Kemba Walker, j'ai l'impression qu'on a tous oublié qu'il est passé à Monaco. Non, ouais, mais c'est vrai parce que dans le jeu, tout le monde se dit ah ouais, c'est plus le même Kemba Walker, mais dans tout ce qui se passe autour, il m'a été d'une aide. Est-ce qu'à l'entrée, alors il était cramé, il avait les genoux flingués, on le savait, sa fin de carrière NBA déjà était une vraie alerte. Est-ce qu'à l'entraînement, il a quand même sorti des trucs où t'as fait ah ouais. Oui, c'était en fait c'était des c'est marrant parce que sur l'entraînement d'1h30, c'était des passages de 10 minutes. Il y a 10 minutes où tu dis oh waouh, un step back, un cross où vraiment le gars part step back où il appuie sur le genou, il recule, boum, la balle tombe dedans, tu dis ouais, il a toujours ça. Tu dis il a toujours ça, mais en fait c'est sur le rythme, le nombre d'entraînements, le nombre de matchs, ouais, il pouvait juste pas. Et pourtant il bossait hein. Il arrivait en avance à l'entraînement pour bosser, faire du BFR, s'occuper de son genou, mais même malgré ça, le corps, il a dit, frérot, toutes les fois où tu te baissais là, t'appuyais sur le genou pour revenir là, ça y est, j'en peux plus. Est-ce que Mike James, c'est forcément le meilleur joueur avec qui t'as joué à Monaco? Oui, ouais, J'aimerais bien trouver quelqu'un qui me dise que c'est pas le cas, hein. Franchement, le gars, il marche sur l'Europe, il marche sur le championnat, il a un bon fond. Ça, c'est une face cachée que les gens voient pas, mais à l'image de ce qu'il a fait. Il fait tout pour la cacher aussi. Il fait tout pour la cacher, mais à l'image de ce qu'il a fait avec mon maillot, dernier match, t'as pas joué pendant 2 mois, c'est un risque de blessure, hein, qu'on se parle français, t'as pas joué pendant 2 mois, t'as pas fait de jeu, c'est un risque de se blesser. Vrai, bien sûr. Alors que tu sais que tu pars, que tu dois plus, entre guillemets, plus rien. T'as aucun intérêt à faire ça. Enfin, à part gagner le titre, bien sûr. Gagner le titre et le faire pour moi. Et voilà, cette relation qu'on avait, il l'a fait. Et, non, c'est quelqu'un qui a la main sur le cœur, dans le fond, et qui a été très bon conseil, que ce soit sur le basket et même dans la vie en dehors du
Ouais, t'es assez proche de lui. On sait que avec Eli, on en a discuté la dernière fois, que parfois ils sont frités plus, on va dire. Toi, t'as vraiment toujours une bête de relation avec lui? Ouais. Ouais. Petit frère, grand frère. Eli, petit frère, grand frère. Mike, petit frère, grand frère. Mais des fois, je suis le grand frère pour eux deux aussi. C'est ça qui est bien. Tellement mature que des fois, je les aide moi aussi. Non, mais en vrai, je te jure, en fait, c'est tous les trois. Je me suis embrouillé avec Eli aussi cette année. Cette année, je me suis embrouillé avec Eli, je me suis embrouillé avec Mike. Eli s'est embrouillé avec Mike. Mais dans le fond, on s'aime tous les trois et c'est que le côté compétiteur qui fait que des fois, nos égos et nos caractères ils ressortent. Mais cette année, ce titre, il est fou. Cette année, elle est folle parce que sportivement, vous avez réussi à tout gagner. En Euroleague, vous avez explosé face à l'Olympiakos parce que quelque part, vous jouez ce quart de finale au pire des moments dans l'impression de votre saison. Au pire des moments, on joue le pire de notre basket, pardon. On n'a pas Nikola Mirotic, on a Daniel Theis qui est Soso et ouais, on joue pas bien. En plus de on a des blessés. En plus de tout le reste. Mais à l'échelle française, vous gagnez tout et plutôt assez largement finalement, même si la finale va en 5 matchs, alors que vous n'êtes pas payé. Alors que j'ai commenté un match où tu te retrouves à jouer avec 3 espoirs sur le terrain face à Lasvel d'ailleurs, c'est ça, face à Lasvel. Et Lasvel et Paris. C'est surtout Paris. C'est pas un match où c'est encore fait exclure celui-ci par hasard. Non. Okay. Paris Basket. Ok, y a pas un match comme ça où il y a plus d'espoir, tu te fais sortir dans le 3e quart, alors que t'es exceptionnel, un truc comme ça? Non, j'ai jamais été exclu, c'était ma première exclusion. Ok, très bien. D'accord. Mais tu regarderas. Parlons justement de comment on l'a vu cette expérience où tu t'es pas payé alors que tu fais le taf vous faites le taf qu'il faut sur le terrain, que vous retrouvez des matchs à jouer avec des espoirs qui ont d'ailleurs été plutôt très bon, mais big shout out. Mais trop fort les petits. Mais de quoi on parle? Vous êtes Monaco, ouais, non, c'est clair. Alors que vous êtes censé avoir un effectif de 15 pros, vous vous retrouvez à jouer à 5 pros sur la feuille. Il y en a toujours un qui se fait. C'est Nedovic et Mike James qui sont expulsés chaque fois dans ces 2 matchs-là. Ouais. Non, je pensais à un match où il prend 5 fautes. C'était un match où t'as 4 fautes dans la première mi-temps et tu prends 5e faute. Bref. Paris 2 fautes à genre 1 minute et je finis le match. Ouais, je finis le match. Comment vous le vivez, vous, dans les vestiaires? Elie nous a donné sa version, mais j'ai envie d'avoir la tienne un petit peu parce que t'es plus jeune. Franchement, j'ai envie de te dire, ça dépend. Il y a des joueurs qui l'ont vécu d'une certaine manière et d'autres qui l'ont vécu d'une autre. Mais quand tu rassembles les deux, ça fait un vestiaire qui a un doigt de se dissoudre à chaque fois. Parce que t'en as qui sont pas payés et que pour eux, c'est dans leur valeur, je suis pas payé, je joue pas. Je vais pas mettre mon corps en danger alors que je suis pas payé. Il y en a d'autres qui ont un peu plus qui sont plus jeunes, je vais dire ça comme ça, qui sont plus jeunes et qui ont encore cet amour du basket. Bon, je suis pas payé, mais je fais quand même ce que j'aime et c'est quand même un kiff. Et tu mixes les deux, t'es obligé de faire des votes à main levée, quoi. À un moment donné, tu fais des votes à main levée, tu dis bon qui veut continuer, qui veut arrêter. Ceux qui veulent continuer, ils en veulent un peu à ceux qui veulent arrêter et inversement. En ce qui me concerne, moi c'était un peu dur parce que tu prépares un mariage, t'es pas payé, les prestataires qui disent c'est quand, je leur dis je sais pas, c'est une dinguerie de répondre ça, je sais pas, mais bon, ils ont été compréhensifs, et même au-delà de ça, tout le monde fait des placements. Il y en a qui ont des familles, il y en a ils sont pères de famille, ils savent pas quand ils vont être payés, c'est une dinguerie. Donc c'est pas histoire de, en fait, t'as déjà gagné tout ça, donc tu devrais pouvoir t'en sortir. C'est que chaque mois, t'as décidé avec ton conseiller financier que tout ça, ça part en placement et que tu vis avec ça. Donc les prélèvements, ils tombent. Hein. C'est pas parce que tu gagnes beaucoup que t'as plus d'argent, parce que les prélèvements, ils tombent. Et tu peux pas redemander, en fait, renvoyez-moi de l'argent parce que si. Donc c'est galère pour s'organiser. Et en fait, le problème, c'est que ta tête, elle est partout, sauf dans le basket. Et ensuite, t'es plus irritable. Entre joueurs, le courant, il passe moins bien. Tu revois des têtes, tu dis, putain, lui, j'ai pas envie de le voir, je suis pas payé, lui, il me saoule. Et ensuite, tout le monde s'embrouille les uns avec les autres. Et même moi, aujourd'hui, je sais même pas comment on a fait pour rester soudés jusqu'à la fin et aller jusqu'au bout, quoi. C'est vrai qu'entre ces problèmes-là, les blessures des uns et des autres, on a quand même l'impression que toi, t'as toujours joué le jeu jusqu'au bout. Ouais. Toi, t'as pas fait grève. Non. S'il y a bien quelque chose qu'on peut pas me reprocher, c'est que peu importe, même blessé, blessé peut-être pas, mais j'avais mal, j'avais des grosses blessures que je pense qu'en saison, avec un effectif complet, je prends du repos parce que je sens que j'ai vraiment mal. Mais même comme ça, j'ai joué pour pas qu'on prenne des forfaits, qu'on continue à avoir l'avantage du terrain jusqu'au bout. Plein de choses, ça c'est quelque chose qu'on pourra jamais m'enlever en tout cas. J'ai une question, moi, que j'ai envie de te poser depuis un petit moment. Ouais. Vous avez gagné beaucoup de choses cette année, donc vous avez soulevé beaucoup de trophées, et j'ai toujours été très surpris
J'ai été très surpris de voir votre président qui vous payait pas, qui avait des retards, qui mettait des gens dans la difficulté, toute proportion gardée, mais ça reste des difficultés, venir célébrer Nisette, comme on dit chez moi à Marseille, avec vous. Il n'y a pas que toi que ça a étonné. Il y a plein de joueurs quelques joueurs dans le vestiaire qui pouvaient pas plus le voir, mais presque. Parce que justement, entre guillemets, comme t'as dit, tu nous mets un peu dans la merde et tu viens ici devant tout le monde, là tu fais comme s'il se passe rien et qu'il n'y a aucun problème. Et ça, il y en a qui ont pris ça comme une forme d'hypocrisie un petit peu. Donc ce que tu dis, je le comprends. Moi, j'avais une bonne relation avec lui. Moi, je l'ai plus vu comme un passionné. Dans le fond, ça reste un passionné du basket. Il a mis beaucoup d'argent dans ce club, il a mis beaucoup de cœur. Sans les problèmes d'argent, il était là à tous les matchs. Des fois, si vous dites la vérité, on pouvait le voir à Boulazac, au Portel, dans des villes comme ça, où tu te dis, qu'est-ce qu'il fout là, mais il est là. Parce que vraiment, il a ce côté famille et il a vraiment envie d'être avec nous. Donc, moi, je ne l'ai pas pris comme un peu de l'hypocrisie. Tu nous mets dans la merde et devant tout le monde, tu fais comme si tout va bien. Mais vraiment comme, même dans la merde, je me montre. Tu vois, je me montre, voilà. Genre, vous savez tout ce qui se passe, mais je suis là pour mon équipe et je fais le maximum. Je l'ai plus vu comme ça. Ok, on imagine quand même que ta relation avec lui a peut-être changé en cette fin de parcours à Monaco. Ça va. T'as récupéré tout ton oseille ? Non. Non, j'ai pas encore tout. Encore, mais pas encore, voilà, pas encore. Ils se battent pour que j'ai tout. Donc voilà, je peux pas leur en vouloir. Aujourd'hui, ça s'est bien fini à Monaco. Ils m'ont laissé partir. J'ai réussi à signer dans une grosse écurie d'Euroleague. Parce qu'il te restait un an de contrat encore. T'étais sous contrat encore ? Ouais, il m'en restait. J'avais signé 4 ans avant le Final Four. Ok. Donc ouais, il en restait. Donc il y avait quand même, même si le club, on sait pas, là, à l'heure actuelle, on sait pas du tout ce qui va se passer, ils auraient pu t'embêter quelque part. Ils m'ont embêté, mais on s'est embêté, mais voilà. Là, vous avez tardé à officialiser la signature à l'Anadolu, notamment. Ouais, c'est ça. Parce que Monaco bloquait un peu. Exactement, là, ils se persuadaient que tout allait bien. Non, tout va bien, il faut que tu restes, tout va bien. J'ai dit, bon, ça y est, pendant... Tu veux pas gagner l'Eurocup ? Ça fait 3 mois qu'on se ment, venez, on se dit la vérité. Et si vous tenez un minimum à moi, laissez-moi partir pour le bien de ma carrière, quoi. Ok, tu vas pas toucher le reste de ton argent alors, des années futures. Des années futures, non. Là-dessus quand même. Voilà, ouais, je m'assois là-dessus. On a trouvé une somme, un buy-out. D'accord. Voilà, et j'ai pu signer un beau contrat à l'EFS. Bon, ça sera l'Anadolu, du coup. Exactement. Il y a un peu plus de fans à Istanbul, hein, fais gaffe. Ouais, je sais bien. Je sais bien, il y en a qui vont m'adorer, comme il y en a qui vont me détester, je suis prêt. Ouais, puis si tu... Ce que tu as pu faire en France dans des salles relativement calmes, notamment celle de Gaston Betsin, si tu fais la même chose avec des supporters en Turquie bouillants, ça peut retourner une salle entière. Hein. Mais faire quoi ? Vas-y, donne-moi des exemples. Parler à l'arbitre, sortir, crier des trucs comme ça et tout. Avec les arbitres. Ouais, non. Moi, si j'ai un conseil à te donner, ce qui s'est passé à Nanterre, par exemple, même si c'est un malentendu, d'aller pointer du mec du doigt, évite, frère. Ah ouais ? Bon, vas-y. En Turquie. De toute manière, ça me fait prendre de l'expérience, ce qui s'est passé. Hein. Pointer quelqu'un du doigt, l'arbitre et tout ça, c'est des choses qui me font prendre de l'expérience et qui n'arriveront plus dans le futur. Et il était, on en parlait un petit peu avant d'enregistrer, il était temps que tu quittes un petit peu l'Hexagone, que tu ailles découvrir un petit peu une nouvelle expérience à l'étranger. Ouais, je pense que c'était l'heure. Voilà, j'ai tout vu dans le championnat de France, sans prétention tout gagner, collectivement parlant. J'ai même pris un titre de MVP pour finir à la Coupe de France. Peut-être j'aurais pu prendre MVP des finales. T'aurais pu. T'étais en course, hein ? Ouais, je sais bien. Mais bon, ça me fait plaisir pour Elie, je suis content pour lui. Lui aussi, il quitte l'Hexagone sur une bonne note. Mais ouais, comme tu as dit, je pense qu'il était l'heure que je vois l'étranger, que j'aille me mettre encore dans une situation d'inconfort pour continuer à progresser, voir de nouvelles choses et prendre de l'expérience, tout simplement. T'avais d'autres pistes que Anadolu ? Ouais. Si j'enlève le Panathinaikos, l'Hapoel Tel Aviv, je crois qu'il y a toutes les équipes d'Euroleague qui étaient intéressées. Et pourquoi tu as choisi l'Anadolu alors du coup ? Ça a été une vraie réflexion de savoir si je voulais aller dans une équipe qui me passe les clés. Et toute transparence, les équipes dans lesquelles je pouvais avoir les clés, c'était des équipes de milieu bas de tableau. Donc c'est quelque chose qui m'intéressait moins. Aller dans une équipe comme ça et montrer que je peux mettre 17 points par match et faire 7 passes,
que les gens le sachent ou pas, moi je sais que je peux le faire. Donc voilà, je l'ai montré sur cette fin de saison avec Monaco. J'ai quand même envie d'être compétitif. Donc c'était de trouver un club où je peux être compétitif avec des responsabilités. Donc voilà, je pense que les Fesses, c'était un bon compromis. J'avais Valence aussi qui était un peu dans cette course, mais Valence sortait d'une très bonne saison. Donc j'ai pris le pari d'aller dans une équipe qui sort un peu des ténèbres pour qu'on aille tous ensemble vers le haut. Parce que c'est facile d'aller à Valence, de faire moins bien. Très dur de faire mieux, très dur de faire mieux. Voilà. Et là on dit, regardez les recrues, les trucs. J'ai dit, tu sais quoi, félicitations Valence, bien joué. Je vais plutôt prendre cette option et essayer de grandir avec. Il y a 2 clubs de Euroleague en France encore quand même, c'est le Paris Basketball et l'Asvel, ton club formateur. T'as pas eu un petit pressing de ces clubs français? Si, l'Asvel est arrivé très tôt dans la saison où on m'a expliqué que ça allait changer du tout au tout, mais ça je l'entendais déjà depuis 2-3 ans, donc je l'ai pas pris au sérieux. Et ensuite ça s'est pris de plus en plus. J'ai commencé à entendre des noms dans le staff, dans le coach. J'ai dit ah ouais, ça va être sérieux, la masse salariale et tout. J'ai dit ça peut être sérieux mais pas pour moi. Voilà, et de comment ça s'est fini et tout, je pense que j'ai besoin d'encore un peu de temps pour voilà, je leur souhaite le meilleur, hein. C'est quand même un club qui m'a fait grandir aussi, mais je pense que c'était pas le bon moment pour moi en ce qui concerne l'Asvel. Tu seras pour Sylvain, c'est pas grave, il va s'éclater. Exactement. Sylvain revient dans le championnat de France, ça va être trop bien, il va s'amuser, il va être trop fort. Et en ce qui concerne le Paris Basket, c'était quelque chose qui m'intéressait dans un coin de ma tête parce que voilà, la folie, jouer avec Nadir, les 2002, la culture de Paris Basket, c'est quelque chose qui m'intéressait grave, mais je le voyais un peu comme un j'ai bâti plein de trucs pour essayer d'aller vers le haut et ça faisait un peu un downgrade. Un downgrade. Ouais, tranquille. Parce que je sais, le COP Paris, ils vont m'attraper. Ils vont t'attendre. Ils vont m'attraper. C'est bien, tu leur donnes du grain à moudre. Ils en ont pas besoin. Ils en ont pas besoin. C'était pas une progression. Voilà, c'était pas une progression. Exactement. Je voulais aller dans un plus gros club, mais franchement, j'aurais kiffé aller jouer pour le Paris Basket, que ce soit avec Nadir ou pour la culture. L'équipe du K54 au Paris Basketball. J'aurais kiffé, ça aurait été trop beau. Un jour peut-être, de toute façon, t'es encore tôt dans ta saison. Bon, je veux qu'on ouvre le chapitre de l'équipe de France. Yes. Notre sauveur. Notre sauveur. Non, arrêtez. Moi, j'y étais dans la salle, j'arrive toujours pas à croire qu'il y ait faute déjà. Il y a faute ou pas? Oui. Toi, en fait, quand j'y pense... Elle est sur en Coupe de France, la faute elle est sur Diallo. Sur Diallo. T'allais dire que c'était pour moi. Ouais, je crois que c'était pour toi. Non, en fait, la photo qui est sortie, c'est une photo où sa main elle est là et mon corps il est là. Je sais pas si on voit bien. Regarde comme ça. Du coup, on se dit il le touche pas. Et en haut, pareil. Sauf que j'ai la photo d'avant, l'arrêt sur image avant, où au moment où je monte, la main elle est posée. Et au moment où je monte, pareil, il touche. Donc, il y a hanche et main. Hanche et main. J'ai une photo sur mon téléphone où il touche et la hanche et la main au même moment. Donc voilà. Et après. Faute, pas faute, elle est sifflée. Et t'as pas à te mettre dans cette situation. Oui, ça c'est sûr. T'es à plus 4. Hein, bah oui. T'es à plus 4, t'as pas à te mettre dans cette situation d'essayer de contester même. Parce qu'après, il faut encore marquer le tir, il faut encore marquer le lancer franc. J'avoue que le lancer franc était tous comme ça. Bon, heureusement que c'était toi et pas d'autres, suivez mon regard. Donc non, franchement, après, c'est un grand moment. Est-ce que tu considères que c'est le plus grand moment de ta carrière? Oui, de loin, par ce que j'ai vécu, les émotions que ça m'a procuré, l'après-match, l'engouement, le fait qu'on m'en parle encore aujourd'hui. On me dit merci pour le Japon, un match Monaco-Zalgiris. Monaco-Zalgiris, je suis à Zalgiris, il y a un Français, il me dit merci pour le Japon. Je dis ouais, je suis passé à autre chose. De rien, mais moi, ça y est, j'ai plein d'autres choses à montrer encore, tu vois. Ah, t'as sauvé un peu la compète, quasiment. Oui. Ah, sans ça, il n'y a pas la suite, Moi, c'est ce que je pense, mais quand je dis ça, on me dit oui, mais peut-être que si on perd contre le Japon, on fait un meilleur match contre l'Allemagne. Non, t'es crois pas trop. Après, c'est une compète où donc il y a ce tir-là qui est le tir de la compétition, en tout cas pour les Français, mais c'est un. T'étais aussi un peu frustré de ton rôle, t'aurais aimé avoir un petit peu plus. Carrément. Fin d'écart, je crois, contre le Canada, si je dis pas de bêtises, c'est le Canada en quart. Ouais. 0 minute. Ouais. Et le calcul débile que je me fais, parce que je suis un petit con, c'est... j'étais un peu amené jusque-là, là, sans le tir, là, t'es pas ici. Et c'est comme ça que je suis récompensé, 0 minute. Et je me dis, ah ouais, c'est dur. Du coup, je fais un peu la tête, mais dans mon coin, parce que ce qui prime dans ce genre de choses, c'est le groupe et le bien du groupe. Donc on est en demi-finale à ce moment-là. On a battu le Canada contre qui on avait perdu en match amical. Donc je me dois de montrer une bonne image et de me dire, bon, vas-y, c'est trop bien... qu'on continue à rêver, quoi. Mais c'est vrai que dans le fond, mon côté compétiteur, je me dis pas cool. Je me souviens. Pas cool. Je me souviens pendant les jeux, il y a ton daron qui tweetait
Ah ouais? Tu sais pas, il dit, faut faire jouer les jeunes, faut faire jouer Ah les ouais, jeunes. T'en pour de souviens vrai? pas de ça? Ben, je me souviens pas parce que j'essaie de pas faire attention, mais le connaissant, c'est pas. Ton père, il a l'air bien passionné C'est quand pas même. possible. Ouais. Mais ma mère aussi, hein. Ma mère, Ouais. elle est là à tous mes matchs. Les deux là, ils regardent. Vive basket. Ouais, je te jure. Aujourd'hui, en équipe de France, ton statut il a évidemment changé, mais pas grâce à ce tir, parce que ton évolution naturelle. Aujourd'hui, on a l'impression que Freddy Fotoux te fait énormément confiance. Il y a beaucoup de concurrence sur ce poste-là. Mais tu vois, là, on voit que tu as marqué des points, c'est que finalement, à l'Euro en Lettonie, on parle quasiment que de toi alors que tu n'es pas là et que tu es blessé. C'est ouf. C'est vraiment ça que. Ça m'a fait réaliser des trucs. Je me suis dit, purée, on parle autant de moi alors que je suis pas là, tu vois. Donc, certes, il y a une blessure, il y a et s'il avait été là, et si, plein de choses. Mais voilà, ils m'ont même laissé l'opportunité de rester, d'être au contact de l'équipe parce que, voilà, sans me lancer des fleurs, je suis facile à vivre dans un groupe. J'essaye de mettre la bonne ambiance, je m'entends bien avec tout le monde en équipe de France. Et voilà, j'avais à cœur d'être là juste de par ma présence et d'essayer de les aider. Et au moment où je pars, ils perdent. Coïncidence ou pas, je sais pas. Non, je rigole. Mais j'ai fait toute la phase de poule avec eux et fallait que je rentre à Monaco pour le quart. C'était quart ou 8e? C'est 8e. 8e, putain. Ouais, c'est Qatar. 8e et voilà, j'étais dégoûté de voir que voilà, ça s'arrêtait là parce que on parlait beaucoup de ça, de la super ambiance qu'il y avait dans ce groupe et tout le monde voulait que ça se retranscrive dans le basket et malheureusement ça l'a pas fait et je pense que c'est un groupe qui méritait mieux. Est-ce que tu es d'accord que les super ambiances, on est tous potes, quelque part aussi des fois c'est des faux semblants, qu'à un moment donné être capable de se dire vas-y on a une vraie concurrence sur le poste, saine mais une vraie concurrence, qu'on se met un peu des coups, parce que ces trucs là on s'entend tous bien, c'est génial. Des fois, tout le monde est un peu dans un confort. Tu dis ça au moment où C'est on pas a du faux. monde de foot, tout le monde s'entend bien dans le groupe France. C'est vrai, c'est pour Il y a ça. qu'il y a pas Peut-être vraiment qu'il n'y a dit- pas de réalité. Par Peut-être contre, qu'il y a ouais, pas Après, ils jouent de- des équipes de Ligue 2, mais bon, on verra en demi-finale. Au moment où on enregistre, on vient de se voilà, qualifier. on vient de se Donc, qualifier. c'est important parce que Ouais. ça foire. Non, Ouais. je pense que ça dépend. Il y a peut-être un juste équilibre à trouver. Voilà, ça doit être ça. Mais je pense que vraiment le bien d'un groupe, c'est quand même très important dans ce genre de compétition. Mais voilà, faut aussi ce genre de peut-être concurrence un petit peu pour, comme tu as dit, tout le monde soit un peu dans l'inconfort. Mais ce qui semblait évident aussi sur l'Eurobasket l'année dernière, tu peux peut-être nous donner un petit peu ton avis Dis-moi, là-dessus, parce c'est j'avais- que l'équipe était ultra jeune et que ça manquait clairement de véritables leaders. Alors je vais pas faire d'offense à Gershon qui est venu là en plus il y a quelques semaines, mais ça manquait de... Tu vois, si on fait les comparatifs, là, les Kylian, les machins, les mecs voilà, qui ont une stature qui permettent à un groupe de devenir un petit peu plus méchant, plutôt que d'avoir une équipe que de gentils, c'est l'impression qu'on avait. Alors Gershon, c'était un leader, faut le savoir. C'était un leader en fait déjà sur le terrain quand on lui a demandé, parce qu'au début il faisait beaucoup de passes, il s'oubliait un petit peu et tout le monde lui disait il est trop dans son rôle de capitaine et plus assez dans le basket. Bon, vous l'avez dit ça, le lendemain il en a foutu 30, je sais plus combien, 36. 36, je sais plus 30, contre qui, donc c'est quelque chose, il peut le faire, s'il veut scorer, il peut, c'est juste qu'il fallait qu'on trouve comment le mettre dans des bonnes situations et que ça bouge et pas qu'il ait la balle arrêtée. Enfin bref. Ce que je pense, c'est que déjà il n'a pas été épargné par les blessures, Freddy Fotoux. Voilà, moi, Alexandre Sarr, pour ne citer que nous deux, je sais qu'il y en avait d'autres qui étaient blessés et qui n'ont même pas pu venir avec le groupe. Donc, ouais, peut-être que ça manquait d'un leader ou peut-être que c'était justement une espèce d'année de transition où tu dois le trouver, le leader. Parce que jusqu'à aujourd'hui, c'était Evan, le leader offensif des Bleus. Il n'est pas là. Maintenant, tu as Eli qui revient avec Freddy, où on sait que ça se passe bien, mais avec Vincent, ça se passait un peu moins bien. Donc, est-ce qu'il ne faut pas qu'il se réintègre, qu'il retrouve un petit peu? Donc, je pense que c'était vraiment une année de transition où, voilà, fallait redéfinir des rôles. Cette année, dans cette fenêtre, les rôles, ils sont un peu plus définis. Même si on a encore, comme on a dit, beaucoup d'individualités qui font que chacun peut sortir de sa boîte à un moment ou un autre. Voilà, offensivement, t'as quand même Eli, Sylvain qui ont l'habitude de le vivre. Cette année, c'est eux qui ont eu beaucoup le ballon dans des situations chaudes. Et voilà, je pense que si on s'arrêtait à ce groupe-là, ils sont prêts pour le faire. Tu vois. Mais de toute façon, le leader de cette équipe de France, on sait qui c'est et qui ça va être. Ça doit être, Ça doit être, c'est Ah oui. Victor. Ouais, Bien sûr. Et c'est vrai que c'est un petit peu aussi la complexité de construire cette équipe de France avec et sans Victor. Quand il est pas là, parce que quand il est là, la hiérarchie elle est claire. Claire. Et, Oui, c'est pour ça. quand il est pas là, on a l'impression que tout le monde a peut-être un coup à jouer, mais finalement, si tout le monde veut jouer un coup et que plus personne n'est dans un rôle, ça reste un peu complexe aussi. Ouais, c'est ça. Je disais ça pour répondre à la question de, il n'y avait Ouais, pas bien vraiment sûr, de leader. bien Mais sûr. c'est sûr que s'il y a Victor c'est le leader, que ce soit offensif, défensif, et même en dehors du terrain. Donc, ouais, c'est ça. Je pense que ces fenêtres sans Victor, elles servent aux autres
à certains de se montrer, de dire regardez, si jamais Victor il passe à côté d'un match, je suis là. Si jamais Victor il y a des prises à 2, à 3 à chaque fois, je suis là. Donc je pense que ça sert à certains de se montrer. Maintenant, moi je le vois plus comme un entraînement pour quand il sera là. Moi j'essaye de fit un rôle où je me dis quand il sera là, je vais juste faire les mêmes choses et j'aurai juste Victor à côté de moi et ça va être d'autant plus simple. Donc je pense que vraiment l'équipe de France est vraiment devenue un endroit où déjà il faut gagner. Peu importe les performances individuelles, tu vas là-bas pour gagner, on te le fait bien comprendre. Et il faut que tout le monde arrive à fit un rôle qui aide l'équipe, quoi. Là, quand même, on arrive quand même. Ce qui vous attend, toi, t'as 23 ans, mec, ce qui t'attend avec l'équipe de France, c'est génial. Mais moi, j'ai hâte. Une Coupe du Monde au Qatar. Voilà, 2-1. Des Jeux Olympiques où il faut se qualifier, certes, à Los Angeles, mais en tout cas, c'est sur la map. 1 euro et une Coupe du Monde en France. On va sur 50 bonheurs de basket. 50 bonheurs de basket. Ça va être trop beau. Moi, je suis juste là pour accompagner. Non. Écoute le moniteur de colonie, qu'est-ce que tu nous racontes, toi? Mathieu, je te rappelle que tu joues. Nous, il nous dit, attends, je joue 0 minutes contre le Canada, j'ai la haine, alors on est là grâce à moi, elle a dit, je suis juste un accompagnateur. Le mec qui conduit le Ducato en cas des France, arrête un peu. Non, regarde, j'essaye d'avoir les bons mots, mais j'ai grave envie de faire partie de ce projet et d'en être un acteur majeur. Voilà. Non, ça, c'est mon Mathieu, ça. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, j'ai envie de continuer à progresser en club, montrer que voilà, je suis légitime d'avoir cette place pendant les 5 prochaines années, de le montrer et de le montrer par des résultats, parce que c'est bien beau de le dire, mais derrière, il faut performer. Et j'ai qu'une envie, c'est que cette équipe de France, elle performe et qu'on aille chercher des médailles. Allez et la médaille. Le titre, voilà. Allez chercher un titre, là, on a besoin. La médaille. Il y a 5 compètes, on va pas commencer à faire des objectifs, mais allez nous chercher un titre, ça nous manque. Hein. On va faire un deal. Tu sais que on a dit avant l'interview, quel âge je vais avoir à la Coupe du Monde en France? 49 toi, tu vas avoir 49 ans. Voilà. Ça va, tu seras jeune encore. Bon, au bout d'un moment, jusqu'à là, il me faut une médaille d'or. Non, tu vas l'avoir. Voilà. Vous vous démerdez. Hein. Tu te démerdes, Mathieu. Tu vas l'avoir. Ah ouais. Je veux une médaille d'or. Vas-y. Voilà. T'as eu qui? Si t'as eu Gershon, t'as eu Eli. Voilà. Moi, t'en auras d'autres. T'en auras d'autres, tu leur feras la même demande. Parce que tout à l'heure, on a dit 2031, mais 2032, il y a quand même les JO à Brisbane aussi. Il y a Brisbane aussi. Donc, on a 6 ans de grand basket. Non, mais là, j'espère être à la retraite. Ouais, on aura 50. Ouais, en fait, il y a 6 ans. C'est vrai qu'on oublie les JO 2032. On était ouf. C'est vrai qu'il y a les jeux à. Bah oui. Là, on dit 5 ans, mais oui, t'as raison. Il y a 6 ans de basket de fou. Ça va être dingue. C'est le seul été où il n'y a pas de compétition internationale, même si pour vous, votre mois d'août, quand même, sera bien blindé quand même. Exactement. Là, on a fait 2 semaines et on est reparti pour 2 semaines en fin août, donc ça fait un mois et d'un été où on a entendu bon cette année vous êtes tranquille avec les équipes de France, il n'y a rien, on se retrouve avec un mois dans les jambes. Mais bon. Ça t'empêche pas d'aller jouer le K54 avec une équipe qui, à mon avis, irait au moins en play-off en Pro A. C'est bien que t'en parles parce que tout le monde me pose la question et en fait j'ai compris un truc, c'est que à chaque fois, j'arrive en pré-saison. Quand je me suis arrêté trop longtemps, j'arrive en pré-saison et j'ai des petites douleurs qui me font rater 2 semaines de pré-saison. Et là que j'arrive dans un nouveau club, j'ai vraiment envie de garder le rythme. Je vais pas faire des trucs de fou, je vais pas me fatiguer, mais je vais vraiment garder le rythme tout l'été, jouer un peu par-ci, continuer à faire de la muscu continuellement, jouer un peu par-là, pour arriver prêt dès la pré-saison. Et montrer qu'en pré-saison, I'm ready. Give me the spot. Si, I'm ready. Donc ça commence par le K54 cette semaine. Voilà, exactement. Voilà. Je garde le rythme un petit peu, l'équipe de France, paf, je continue à faire marcher mon corps. Vous allez nous régaler encore tous les trois, Sylvain Francisco, Mathieu Strazon, Nadir Refi. On va essayer, on va essayer. Est-ce qu'on connaît une équipe, quelle que soit l'équipe d'ailleurs dans l'histoire du basket français, avec 3 artistes comme ça sur le poste de meneur? J'en connais pas beaucoup. Presque au même poste en plus. Bah là, clairement. Et vous jouez tous les 3 en plus au donc c'est trop bien. On embrasse tous les gars de l'équipe bien sûr, mais voilà, vous êtes encore les grands favoris de cette histoire. Ouais, ça va être beau. Mais bon, ça reste du plaisir. C'est du plaisir. Ouais, c'est là-bas pour le plaisir. Ouais, ça va vouloir gagner quand même, je te dis direct. Ouais, hydrate-toi bien parce qu'on est sous canicule. Bois beaucoup d'eau. Fais attention. Faire attention. Non, c'est clair. Faire attention. Bon, Mathieu, ça valait le coup d'attendre finalement de t'avoir l'interview. Ça valait le coup d'attendre. Trop bien. On va dire, comme on dit à tous ceux qui jouent, qui vont jouer à l'étranger, on va venir, faut nous trouver des bons restos et faut nous mettre des bonnes places pour les matchs. Eh ben avec plaisir. Je pense qu'à Istanbul, vous allez être servis. Oui. Voilà. Belle ville. Parfait. Merci Mathieu. Merci à vous. Bon été à toi, puis on te retrouve très vite, que ce soit en Euroleague avec l'équipe de France. En tout cas, merci d'être venu. Merci à vous. Merci.